Je n'y suis pour rien. Ce n'est pas mon idée. Je crois avoir compris que la maison Chanel, qui est une maison brillante et toujours engagée en faveur de l'art, avait conçu ce mobile art pour transporter des expositions ou des événements dans différents pays. Et je crois savoir que le mobile art a été utilisé notamment pour un événement à Hong Kong. Mais sans doute ont-ils découvert, chemin faisant, que ce mobile art n'était pas si mobile que ça, et réclame pour son démontage, son transport, puis son remontage, des semaines de travaux, sans compter le coût élevé qu'il représente. Par ailleurs, l'architecture, alors donc Chanel s'est tourné vers les responsables de l'IMA de l'époque, qui ont eu le sentiment de faire, si j'ose dire, une bonne affaire, puisque ce mobile art leur était offert. Simplement, ils avaient pour mission de le préserver, de l'entretenir, pour y accueillir des expositions. Et puis, je me suis aperçu, en arrivant voici un an à la tête de l'IMA, que ce mobile art est très difficilement utilisable à des fins d'exposition. Si par exemple vous voulez concevoir une exposition de peinture, vous êtes obligé d'installer à l'intérieur une autre structure. Le caractère, je dirais, alvéolaire et organique de l'architecture se prête difficilement à une utilisation traditionnelle d'exposition. Et puis dernière considération, pourquoi occulter durablement le parvis? Je crois que nous avons besoin d'un espace libre, d'un espace ouvert, qui, selon les périodes, peut être utilisé pour accueillir telle ou telle structure. Par exemple, bientôt, les wagons de l'Orient Express. Un peu plus tard,
à la fin de l'année une grande tente gaïdale marocaine pour abriter l'événement sur le Maroc. Mais en même temps, ce parvis peut être rendu complètement à sa liberté. Pour représenter cette relation avec l'Orient Express, on va changer la position du visiteur par rapport au train. Dehors, le visiteur est un Lilliputien. Il entre dans un monument, il entre dans un mausolée. Il est une petite fourmi par rapport à ce monument symbolique et physique qu'est l'Orient Express. Et puis tout d'un coup, dans l'exposition, on lui fait passer sur une carte de l'Europe un petit train électrique ou l'équivalent d'un train à vapeur, Orient Express. Et donc il va se trouver lui en position de géant par rapport au train ou d'enfant par rapport au jouet train. Et donc on va jouer sur cette double dimension. Tantôt le train est une sorte de chose énorme qui nous impressionne, tantôt au contraire c'est un jouet qui dépendent de notre volonté. Et sur des cartes de l'Orient, de l'Empire ottoman qui va disparaître après la Première Guerre mondiale, bien, les spectateurs, les visiteurs vont être amenés à jouer le rôle de chef d'État. Les empires se défont, les trains circulent, et donc de la même manière, il va être amené à avoir une relation ludique, en quelque sorte, avec ce jouet train. Mais ce jouet train est en même temps un révélateur. Alors c'est le révélateur qu'on va pouvoir lire dans trois grandes malles, trois grandes vitrines qui sont décorées sous forme de malles. Une vitrine, le musée de l'Orient Express, avec des objets décoratifs collectionnés, présentés là dans leur singularité et leur propre beauté. Une deuxième malle sur l'Orient Express comme outil de communication, avec les affiches. Nagelmakers a été le premier grand communicant, grand chef d'entreprise communicant, puisque son premier voyage était en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui
un voyage de presse. Il a invité les journalistes, il a invité Léopold II de Belgique, qui était le roi de Belgique. Donc les grands, les puissants et les journalistes, voire même les écrivains, car il savait faire écrire sur ses aventures, sur ses projets, sur ses ambitions industrielles et économiques, mais en même temps de civilisation. Et donc on a cette deuxième malle, communication, puis une troisième qui est une malle technique, ce qu'on va simplement expliquer par des petites manipulations qui nous viennent du Conservatoire national des arts et métiers, comment fonctionne la machine à vapeur. Car aujourd'hui, quand on demande à des personnes qui n'en ont pas vu comment fonctionnait une machine à vapeur, on entend dire, j'entends dire, on met du charbon et on le fait brûler. Oui, d'accord, mais on fait brûler quoi? Les gens n'imaginent même plus que la locomotive, c'est un grand cylindre dans lequel on mettait de l'eau, qu'on s'arrêtait aux gares pour faire l'eau, pour remplir les réservoirs d'eau et donc provoquer la vapeur qui poussait les bielles et les pistons et faisait tourner les roues de la locomotive. Et donc on va expliquer ça, et on va l'expliquer de manière poétique aussi, puisqu'on va faire, dans la troisième malle, vitrine, on va installer à côté de la démonstration technique une œuvre de Fernand Léger qui s'appelle Le ballet mécanique, qui nous est prêté par le Centre Pompidou et qui est la première œuvre d'art cinématographique, peut-être en tous les cas l'une des premières, 1925 environ, qui représente au fond la technologie érigée au niveau de la beauté comme œuvre d'art. Et donc tout au long de l'exposition, on a ces renvois avec des peintures, des dessins, des photos et des films qui ont trait à l'Orient Express. Et on se rend compte que l'Orient Express, au fond, est véhiculé beaucoup par le cinéma. Et c'est pour ça qu'à l'entrée de l'exposition, dans le bureau de Nagelmakers, qui est la première salle, il y aura une présentation du fameux film des Frères Lumière, du premier film de l'histoire du cinéma, ou quasiment le premier film, reconnu comme étant tel, l'entrée d'un train dans la gare d'A Ciotat. Comme par hasard. Alors c'est pas l'Orient Express, mais c'est un train. Donc le cinéma a à voir avec le train, parce que le train, c'est la symbolique du mouvement et donc du cinétisme, finalement. Et puis alors, dans la deuxième salle, on entre vraiment dans les pays arabes. On quitte définitivement l'Europe, qui d'ailleurs a connu des heurts et des malheurs avec les deux guerres, avec donc des interruptions de frontières, avec Hitler, par exemple, qui en 1938, à Vienne, lorsque le train stationne en gare, commet l'invasion de l'Autriche, ce qu'on appelle l'Anschluss, et nationalise l'Orient Express qui se trouve là, qui appartient à la compagnie des wagons-lits. Donc on se rend bien compte que ce vecteur qui traverse les frontières se trouve lui-même victime des accidents de l'histoire. Et donc évidemment, de 1939 à 1945, il n'y a plus d'Orient Express. Il reprend en 1945, mais ça ne sera plus pareil. L'âge d'or de l'Orient Express, c'est vraiment 1918-1939. Alors, la scénographie, c'est la mise en scène et en espace des expositions, soit de beaux-arts, soit de culture ou de sciences ou de civilisation. Donc c'est comment on met en scène la collection. Elle est particulière, cette exposition, parce qu'il y a une première partie dans le train qui va être implantée sur Lima. Donc ça, c'est vraiment, on se promène dans un objet de collection, vu qu'il est classé monument historique, donc c'est très intéressant parce que c'est à la fois dynamique et on est au milieu de l'histoire d'art et technique. Donc là, on fera des aménagements assez simples, on donnera, parce qu'il y a déjà, c'est déjà très beau, donc on n'a pas besoin d'en faire tant que ça. On donnera juste un peu d'âme et de vie à ce train en l'émaillant un peu d'histoire et de personnages, mais tout ça dans des visions furtives. Et après, il y a un deuxième volet qui sont dans les espaces d'exposition de Lima, qui là, c'est vraiment de la scénographie. Donc on propose un espace évocateur à travers un design qui évoque le voyage et une immersion dans des images fixes et animées qui parlent de l'Orient Express et au-delà de l'Orient Express, de l'Orient
et de toutes ces connexions entre Europe et Orient qui ont fait aussi voilà, la spécificité de ce train et qui prend place ici à Lima, qui prend sens en fait, parce que c'est comment on allait dans le monde arabe à partir de cet Orient Express, comment on allait plus loin, quoi. Ben, on va découvrir des personnages célèbres qui ont pris le train, donc ça va de Agatha Christie à de l'espionnage. Il y a des personnages assez truculents, on va dire. On découvrira des écrivains, il y a Joséphine Baker. Enfin, donc c'est aussi comment toute notre histoire du XXe siècle rencontre ce train, parce que c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on se déplace dans la géographie, mais aussi dans l'histoire. On va vraiment plonger le visiteur dans le voyage à travers un diaporama vidéo sur 12 écrans qu'on va créer, qui va évoquer cette traversée de l'Europe jusqu'à l'Occident. Et des malles géantes, on développe un design assez étonnant de grandes malles qui vont supporter la collection. Et ce dispositif, il permettra l'itinérance, parce que l'expo est vouée à être itinérante. C'est comment l'histoire, la fiction, il y a la littérature, c'est aussi un monde littéraire, mais c'est beaucoup d'histoire, l'histoire géopolitique, art et technique. Et puis la fiction, elle vient se mêler à ça, parce que le train, c'est quand même le voyage avec tous ces mythes, et puis on est dans un mythe, donc la fiction, elle est là aussi. On va essayer de croiser tous ces univers. J'essaye de la fin. Oui, vous avez changé de... Qui est archéologue, qui est en train d'essayer de trouver. C'est pendant qu'il est dans les comparses, figure, leur carte d'identité et des extraits. Cher Président Jacques Lang, cher Président Guillaume Pépi, cher Claude Mollard, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis, c'est la première fois que j'inaugure une légende. Et je veux en féliciter les artisans. Je veux aussi remercier Guillaume Pépi, qui est le président d'une très grande compagnie qui fait honneur à la France. Et merci à tous d'être là. Un grand succès à cette émission.